Pourquoi devrait-on manger local et de saison? L'essor de la mondialisation au cours des dernières décennies a entraîné la délocalisation de la production alimentaire, autant agricole qu'animale, et la non-diversification des cultures par région, remplaçant ainsi paysans et maraîchers d'autrefois répartis sur l'ensemble du territoire français. Qu'il s'agisse de tomates d'Espagne, d'oranges d'Israël, de poissons de Norvège, d'avocats du Mexique, ou, sur un tout autre plan, des monocultures de maïs, de blé, de tournesol ou de colza, les aliments que l'on consomme au quotidien proviennent pour la plupart de différentes régions du monde et bien souvent d'une seule et même région par aliment. Chaque province du monde s'étant spécialisée en raison de son climat dans la culture d'un petit nombre d'aliments, tels les exemples cités précédemment. Cette assertion est d'autant plus vraie pour les aliments transformés. Plats surgelés, biscuits, sauces préparées, etc. Sauf quelques fruits et légumes qui se conservent difficilement et s'exportent mal, tels le figeon brésilien, la majorité de nos denrées alimentaires est aujourd'hui disponible tout au long de l'année pour peu que l'on vive dans un pays riche et non loin d'un supermarché. Un Éden rêvé par nos ancêtres depuis la nuit des temps, l'abondance, voire la surabondance alimentaire. Cette profusion de nourriture a toutefois un coût à la fois énergétique et environnemental. Nous allons y venir. Outre l'apport d'une sécurité alimentaire relative à une certaine partie de la population, relative car parfois approvisionnée en flux tendu et avec très peu de stock, la mondialisation a également apporté avec elle la diversité alimentaire. D'une part, elle nous a permis d'effacer les saisons, ou du moins de nous en donner l'illusion, en consommant en hiver des légumes frais traditionnellement cultivés l'été. D'autre part, elle nous a donné accès à des mets impossibles à cultiver sous nos latitudes. Cacao, bananes, café, litchi, noix de coco et autres aliments dits exotiques en sont les témoins. Nous avons, par le commerce de longue distance et quasi instantané, multiplié la variété d'aliments disponibles à portée de main et décuplé notre sélection de plats. Si les avantages sont évidents, car souvent mis en avant pour justifier la continuité de ce dispositif à échelle mondiale, les préjudices causés par ce système sont souvent méconnus. Essayons de mieux comprendre ce processus en comparant deux tomates. La première est cultivée en été et la seconde en hiver. Précisons aussi que toutes deux proviennent du même agriculteur. La tomate est une plante gourmande en chaleur et en soleil, nécessitant un ensoleillement prolongé et un arrosage généreux. C'est pourquoi sa pousse se prête naturellement au climat estival, profitant de l'énergie gratuite et illimitée du soleil. Cultiver la tomate en hiver exige de reproduire artificiellement les conditions favorables à sa pousse. Autrement dit, les conditions d'ensoleillement et de chaleur observables en été, et ce à l'aide, par exemple, d'une serre chauffée et éclairée. La tomate cultivée en hiver consommera donc considérablement plus d'énergie que sa cousine cultivée à mi-année. Selon une étude de 2007 de l'Agence de la transition écologique, début de la citation, consommer un fruit ou légume pendant une saison où les conditions climatiques impliquent de chauffer la serre, tomate en hiver par exemple, augmente d'un facteur 10 au minimum les impacts environnementaux du mode de culture, en comparaison à la saison où les serres ne sont pas chauffées. Fin de la citation. Tout aliment cultivé en dehors de ces conditions naturelles mobilise une quantité non négligeable d'énergie, souvent fossile, pour répondre à ses besoins. D'autres aliments, tels les pommes, ne peuvent être cultivés hors saison et sont alors conservés des mois durant dans des chambres froides, exigeant une fois de plus de lourdes infrastructures et une consommation énergétique accrue. Manger de saison est donc une sage décision pour qui souhaite réduire son impact énergétique et son empreinte écologique. Bon, avec ça, on vient de finir la plus grosse moitié.
Au-delà de contribuer à effacer les cycles saisonniers pour le consommateur, la mondialisation et nos régimes politico-économiques ont aussi et surtout concentré la production alimentaire sur des sites isolés, dissipant la notion de proximité entre le lieu de production et le lieu de consommation. Le transport sur de longues distances de ces denrées jusqu'au consommateur, traversant mer et continent par cargo, avion, train ou camion, est un procédé non seulement avide de carburant, mais qui contribue également, et en toute logique, à l'émission de gaz à effet de serre. Rappelons que le domaine des transports, tout confondu, représente à lui seul 14% de l'émission mondiale de gaz à effet de serre, selon le rapport du GIEC de 2014. Les durées de ces trajets variant de quelques jours à quelques semaines, les aliments doivent être conservés convenablement durant leur transport pour éviter qu'ils s'altèrent, d'aucuns nécessitant de surcroît une réfrigération permanente. Un grand nombre de produits alimentaires sera d'autre part emballé, l'emballage contribuant à la fois à la préservation de l'aliment, à renseigner la clientèle sur ses bienfaits et à rendre plus attrayant le produit final. La production de ces emballages et la gestion des déchets qu'ils engendrent ajoutent à la pollution émise dans son ensemble, constituant ainsi une sorte de sous-produit ou de produit dérivé de ce mode de fonctionnement. Transport, stockage et emballage sont tous trois des pratiques énergivores. Un fruit ou un légume qui voyage des semaines entre le moment de sa récolte et sa consommation sera en outre cueilli avant sa maturation, notamment pour éviter qu'il ne se gâte avant d'arriver jusqu'au consommateur. Il mûrait alors dans des cagettes plutôt que sur l'arbre ou sur la plante où il a grandi, privé par conséquent d'une partie de ses qualités nutritives. Le passage par la chaîne du froid est aussi vecteur de perte de saveur et de valeur nutritionnelle. Ainsi, manger local ne contribue pas seulement à rompre cette chaîne pernicieuse, mais ouvre en outre l'accès à de la nourriture plus saine, moins transformée, nutritionnellement riche et plus savoureuse. Les produits locaux se trouvent être par ailleurs et pour la plupart des produits saisonniers. Privilégier la proximité et adopter un mode de vie local pour couper court à cette longue série d'étapes polluantes et gaspilleuses d'énergie peut en outre se décliner dans d'autres secteurs du quotidien, tels les vêtements ou tout autre produit manufacturé. Récapitulons. Outre la diversification de notre alimentation sur l'année entière et l'apport de produits incultivables sur nos terres, la mondialisation et notre système politico-économique ont instauré un dispositif défiant les lois de la nature en reproduisant artificiellement des microclimats au sein de serres chauffées et éclairées. Elle a par ailleurs organisé la production alimentaire en des lieux uniques et la distribution des aliments sur l'ensemble du globe, asservissant une armée de machines à sa botte pour le transport longue distance et nombre d'infrastructures pour pallier les effets secondaires occasionnés par la durée des voyages, réfrigération et emballage. La nourriture ainsi générée et acheminée en brûlant de colossales sources d'énergie se retrouve pourtant endommagée et appauvrie d'une partie de ses valeurs nutritives, compte tenu d'un système de production et d'approvisionnement contre-productif, irrationnel et prônant la quantité au détriment de la qualité. Selon une étude de 2003, il faut aujourd'hui dépenser 7 calories sous la forme d'énergie fossile pour récupérer 1 calorie sous forme de nourriture, soit un taux de retour énergétique, ou TER, de seulement 0,14. Le dispositif mondial mis en place accouche donc d'un quotient énergétique décroissant. Autrement dit, on consomme davantage de pétrole que de nourriture. Le modèle sur lequel notre civilisation prospère est contre-productif, sans vision à long terme et à terme insoutenable. Pour le formuler autrement, ne pas manger local et de saison, c'est contribuer à un déséquilibre écologique, économique et social. Renseignez-vous sur les diverses façons de vous approvisionner localement via les marchés, les AMAP, les fermes cueillettes ou, pourquoi pas, en commençant votre propre potager ou un potager communautaire. Ouvrons les yeux.
nous sommes aujourd'hui en mesure de manger ce que l'on veut, quand on veut, où l'on veut et autant que l'on veut. Cette corne d'abondance, de tout temps convoitée par nos ancêtres, serait-elle finalement une boîte de Pandore déguisée? Si la teneur de notre alimentation est une pratique culturelle, comment faire évoluer les mœurs pour les conformer à de nouvelles normes et à de nouveaux idéaux plus respectueux de l'environnement? Comment se convaincre et convaincre notre entourage de plus de sobriété énergétique quand notre appétence est constamment stimulée et entretenue par la modernité technique, outil vertueux de nos régimes politico-économiques, créant ainsi le mirage d'un paradis artificiel. La suite très prochainement. Vous venez d'écouter un épisode de Bâtisseur. Retrouvez tous les épisodes sur la chaîne YouTube.